conflit d'intérêts et corruption. Le lien entre un conflit d'intérêts et un acte de corruption n'est pas immédiat. Mais il sera proéminent pour abuser les familles en France. Que ce soit dans le secteur privé ou public, ses activités ou ses responsabilités, qui sont secondaires par rapport à l'élément principal auquel elles sont liées, peuvent venir influencer le comportement professionnel. Une juge, l'institution aide sociale à l'enfance ou encore un tuteur institutionnel peut être tenté de tirer un avantage personnel de sa fonction. Toute situation qui peut susciter un doute raisonnable sur l'impartialité et l'indépendance d'une juge, même à tort, expose celle-ci au reproche de conflit d'intérêts. Un conflit d'intérêts peut être défini comme le fait qu'une juge de s'être placée dans une situation pouvant susciter un doute sur les mobiles de ses décisions. Ainsi, pour la Cour européenne des droits de l'homme, les magistrats doivent non seulement être impartiaux, mais encore ne pas se placer dans une situation où un justiciable pourrait les soupçonner de ne pas l'être. En somme, on peut être à la fois parfaitement honnête et en situation de conflit d'intérêts. La corruption judiciaire n'affecte pas que l'argent, elle résulte également des attitudes comportementales du juge. En effet, le favoritisme est une tendance habituelle chez un magistrat à accorder des faveurs injustes ou illégales. On considère que la probité des magistrats est l'un des fondements de l'état de droit, mais beaucoup de juges se jouent des règles et les orientent à leur profit et, finalement, souvent complaisant avec le favoritisme pour l'aide sociale à l'enfance et autres formes d'arrangement. Transfert forcé d'enfants en institution ou en famille d'accueil, les justiciables les sanctionnent jamais. Pour que l'élément matériel de l'infraction de favoritisme soit caractérisé, il faut réunir 3 éléments constitutifs: la qualité de l'auteur, 1, l'octroi d'avantages ou des prérogatives particulières, 2, et la violation de dispositions législatives ou réglementaires garantissant le droit à un accès à un procès équitable, par un tribunal indépendant et impartial. 3. Le favoritisme fait partie intègre de la corruption, le fait de favoriser l'une des parties à un procès en lui offrant des avantages ou des prérogatives particulières, en privilégiant l'aide sociale à l'enfance au détriment de la famille élargie par exemple, article 375-3 du Code civil, nous retrouvons cette interdiction au cœur de la Convention européenne des droits de l'homme, qui garantit le droit à un procès équitable, par un tribunal indépendant et impartial. L'article 375-3 est ainsi rédigé: si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier, 1 degré à l'autre parent, 2 degrés à un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance, 3 degrés à un service départemental de l'aide sociale à l'enfance. Il y va de la confiance que les tribunaux se doivent d'inspirer aux justiciables dans une société démocratique, mais ceci doit exister dans sa réciprocité. Il y va ainsi de la confiance que les juges se doivent accorder aux justiciables dans une société dite démocratique. Donc écarter tout autre membre de la famille sans motif particulièrement impérieux est une violation de l'article 8 au regard du paragraphe 2 de l'alinéa 1 de l'article 375-3 du Code civil et représente bien une situation ubuesque, par un favoritisme cruel et injuste pour l'aide sociale à l'enfance. Ce caractère de partialité opprobre et ostracise la présomption d'innocence, le bénéfice du doute. En matière pénale, les magistrats ne bénéficient, depuis la loi numéro 93-2 du 4 janvier 1993, d'aucun privilège de juridiction ni d'aucune immunité. Leur responsabilité pénale peut être engagée comme celle de tout citoyen, mais aussi en tant que magistrat, dépositaire de l'autorité publique. À ce titre, ils sont soumis à la répression d'infractions spécifiques du Code pénal, telles que l'abus d'autorité, article 432-4, la corruption active ou passive, article 434-9, ou le déni de justice, article 434-7-1. La corruption peut se définir comme l'agissement par lequel une personne investie d'une fonction déterminée, publique ou privée, sollicite ou accepte un don, une offre ou une promesse en vue d'accomplir, retarder ou omettre d'accomplir un acte entrant, d'une façon directe ou indirecte, dans le cadre de ses fonctions. La corruption implique donc la violation, par le coupable, des devoirs de sa charge. La corruption passive, article 432-11 du Code pénal, lorsqu'une personne exerçant une fonction publique profite de cette fonction en sollicitant ou en acceptant des dons,
promesse ou avantage en vue d'accomplir ou de s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction, cette personne reçoit le nom de corrompu. La corruption active, article 433-1 du Code pénal, lorsqu'une personne physique ou morale obtient ou essaie d'obtenir, moyennant des dons, des promesses ou avantages, une personne exerçant une fonction publique, qu'elle accomplisse ou retarde ou s'abstienne d'accomplir ou de retarder un acte de sa fonction ou un acte facilité par elle, le tiers reçoit le nom de corrupteur. Ces deux infractions, certes complémentaires, sont distinctes et autonomes. Elles peuvent être poursuivies et jugées séparément et la répression de l'une n'est nullement subordonnée à la sanction de l'autre. Note, par extension, on parle de dictature judiciaire lorsqu'on veut souligner le caractère violent ou arbitraire de cette autorité. La Cour européenne des droits de l'homme est de plus en plus exigeante, depuis qu'il n'y a plus qu'un seul juge unique, pour décider de la recevabilité, et aucun recours n'est possible même en cas de déni de justice flagrant. Monsieur Thériault Bruno le 28 janvier 2010. 4 place Jean Moulin 91 270 Vigneux-sur-Seine. Cour européenne des droits de l'homme, Conseil de l'Europe 67 075 Strasbourg, CEDEX. Objet, violation de mes droits et ceux de mon enfant par privation du maintien de nos relations et défaut de soins. Madame, Monsieur, je tiens par la présente à vous communiquer mes dernières démarches. Après 14 mois de démarches, j'ai enfin réussi à rencontrer mon enfant dans le cadre d'une visite médiatisée, mais quel ne fut pas mon étonnement de retrouver mon enfant dans un état déplorable alors que, lorsqu'il m'a été arraché, il était en bonne santé. Ainsi, alors que mon enfant a une capacité respiratoire fonctionnelle vitale à 44% couché et 78% assis, le médecin de MDPH 94 me dit au téléphone que je n'ai aucune raison de m'inquiéter. Trouvez-vous normal que sa situation se dégrade inexorablement alors que cela devrait être l'inverse? Cette situation est-elle normale pour un enfant de 16 ans? Est-il normal que personne ne se remette en question? Est-il normal devant l'échec patent des services sociaux, on continue de m'écarter de mon fils et que l'on n'envisage pas un retour au domicile de son père? Va-t-il falloir attendre que la situation empire pour que finalement on me dise que tout a été fait dans les règles? Je ne pouvais pas rester les bras croisés et attendre que ces personnes me préviennent qu'une chose irrémédiable et inconcevable ne soit arrivée à mon fils. Sans compter que mon fils aîné vivant avec moi doit faire une demande par voie judiciaire pour entretenir des relations personnelles avec son petit frère. C'est pourquoi, en humble citoyen, bien impuissant devant l'inertie de l'État français, et conformément aux différentes conventions internationales ratifiées par la France, que je vous demande à nouveau de l'aide. Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée. Monsieur Thériault Bruno. Note, une des sources internationales en faveur du maintien des relations parents-enfants se trouve être la Convention internationale des droits de l'enfant de New York du 20 novembre 1989. Elle reconnaît, à travers différents articles, 40, le droit pour l'enfant d'être élevé par ses parents, celui d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec eux, même séparés, et pose un principe de responsabilité commune des parents dans l'éducation de leurs enfants. Nous pouvons également citer l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, qui protège la famille en considérant comme des ingérences dans le droit au respect à la vie familiale toute mesure interne, contraire et non justifiée par des intérêts supérieurs.